On va passer maintenant, si vous voulez bien, parfait, avec vous, Christine Rollard et Thomas Scheibel. You understand a little bit French or not? A little bit, okay. On va passer à un autre sujet, à la fois, enfin, peut-être de moins en moins énigmatique, puisqu'on commence à mieux le comprendre. Mais un des sujets passionnants en matière de bioinspiration, en observant le monde du vivant de manière générale, mais avec toutes les idées de bioinspiration que ça peut nous apporter, l'araignée et la soie d'araignée. Merci beaucoup. Donc, on va faire ça en 2 temps. Christine Rollard est du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, merci beaucoup de vous livrer un rappel un peu académique et pédagogique sur l'araignée et la soie d'araignée. Et puis on continuera avec Thomas Scheibel qui a réussi à mettre au point une innovation qui est une première mondiale. Et oui. Merci beaucoup et merci beaucoup à Biomime Expo de pouvoir justement faire cette présentation en binôme et d'arriver à adjoindre le biologiste que je suis avec effectivement un chercheur plutôt en biotechnologie et en plus de permettre de présenter un animal qui est souvent méconnu et pourtant source d'inspiration. Il se trouve que ça fait plus de 30 ans que je suis au Muséum d'histoire naturelle, institution qui permet d'avoir des modèles biologiques qui sont vraiment des sources unique pour tout ce qui peut être recherche en fait en bioaspiration. Donc je vais vous présenter effectivement une des caractéristiques des araignées qui correspond à la soie. Donc cet après-midi, on va parler effectivement de ce qu'elles peuvent produire. Et vous le voyez sur cette photo, donc un certain nombre de fils. Et on dit souvent d'ailleurs que la caractéristique des araignées, c'est des toiles. On a parlé de toiles aussi dans cette présentation. Or, on va voir que ce n'est pas tout à fait le terme qu'il faut utiliser puisque les toiles sont faites en fil de soie. Et ce matériau, c'est celui qui a inspiré justement Thomas par rapport à la découverte qu'il a pu faire, qui est vraiment très très importante. Les araignées inspirent pas seulement sur la soie, c'est juste une petite parenthèse, mais aussi sur le fait que ce soit des animaux qui sont recouverts de sortes de poils. Alors je suis biologiste, je suis un petit peu à cheval sur les termes, mais ce sont en fait des soies, même terme pour deux choses différentes. Et les soies inspirent aussi, et le revêtement des araignées inspire aussi. Et vous avez d'ailleurs dans l'exposition un stand qui est tenu par Bioexy, avec lequel effectivement aussi je suis un peu conseillère scientifique biologiste, en particulier sur le revêtement des pattes. Donc on va aborder en fait la soie et d'où sort cette soie, puisque je vais vous présenter le matériel biologique. Cette soie sort effectivement de tubes à l'arrière de l'abdomen des araignées, donc des tubes qu'on appelle des filières. Et vous le voyez ici avec les flèches, ces fils de soie qui sont produits ne correspondent pas à un seul fil. On a souvent l'impression que c'est quelque chose d'unique. Et si vous voyez l'image en fait en bas, c'est plusieurs fibrilles de soie qui s'agglutinent pour former le fil que nous voyons plus ou moins, parce que c'est vrai que c'est quelquefois très très fin. Ce fil, il a une composition qui est semblable d'ailleurs au niveau des protéines par rapport aux vers à soie qui sont utilisés depuis très longtemps, en particulier deux protéines qui sont la fibroïne, qui est la protéine de base, et un englobage en fait par une autre protéine qu'on appelle la séricine. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans la composition qui est beaucoup plus complexe et qui est très variable selon les glandes qui sont présentes dans l'abdomen des araignées, puisque ce n'est pas un type de soie unique, mais c'est les seuls animaux qui peuvent produire plusieurs types de fils de soie pour différents usages, ce qui est beaucoup plus complexe. Les araignées sont vraiment des usines à soie, ce matériau qui, comme vous le constatez sur ce schéma, peuvent servir à beaucoup d'autres usages en dehors justement des fils qu'on peut voir dans une belle toile géométrique qui correspond en fait à l'image qu'on peut avoir des araignées. Puisque selon les glandes, elles peuvent utiliser des soies pour entourer leurs œufs, elles peuvent utiliser des soies pour emmailloter leur proie, elles peuvent utiliser d'autres types de soies pour les fils de déplacement, et c'est celui-ci justement qui est le plus étudié, puisque c'est celui que les araignées utilisent en premier. Et puis on a également dans une toile géométrique, regardez, 3 types de glandes différents pour
faire les fils d'accroche, pour faire le cadre et également pour faire cette spirale collante. Donc c'est beaucoup plus complexe et ça fait longtemps que l'araignée, qu'on a vu que l'araignée pouvait justement être intéressante par rapport à ces fils de soie, puisque c'est dès une petite historique rapidement, mais c'est dès le 19e siècle qu'un père, le père Camboué, qui était un missionnaire en fait à Madagascar, s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des intérêts à tirer ces fils de soie et qu'il avait monté ce type de machine pour essayer de produire et de tirer des fils de l'abdomen des araignées. Donc vous voyez, il les mettait dans des sortes de petites boîtes, la partie avant bloquée, la partie arrière qui sortait par le trou, et il suffit de solliciter un petit peu l'araignée pour que l'araignée puisse produire ses fils de déplacement. Il les entourait ensuite autour d'une sorte de rouet, et il y a eu plusieurs usages qui ont été faits à partir de cette soie d'araignée. You don't do that, Thomas. No. Okay. Yes. L'araignée qu'il avait utilisée, puisqu'elle était très présente à Madagascar, ce sont des grandes araignées. Alors quand je dis grandes araignées, tout est relatif bien évidemment par rapport à nous, mais ce sont des araignées qui peuvent aller au niveau de la taille du corps autour de 3 cm à peu près. Et on a ici une belle femelle qui fait des grandes toiles géométriques qui peuvent faire plusieurs mètres de diamètre. Et on sait que ce sont des très grandes tisseuses, c'est pourquoi elles avaient été utilisées. Alors juste puisque je suis biologiste aussi et que je vous apprends quelques petites choses, j'espère, sur les araignées, on a aussi juste à côté, j'ai juste voulu mettre la différence entre une femelle et un mâle. Donc vous voyez le mâle qui est nain à côté de la femelle, et qui vit en kleptoparasite sur les toiles de femelles, donc il ne construit pas lui-même une belle toile en soie. Alors juste pour vous montrer comment on différencie mâle de femelle, voilà une petite photo d'accouplement. Le mâle est beaucoup plus petit, vous l'avez vu, et il s'approche très doucement en fait de l'abdomen des femelles pour insérer ces bulbes copulateurs, donc ces deux petites boules à l'avant sur la petite paire de pattes supplémentaires qu'ont les araignées, ce qu'on appelle des pédipalpes. Très intéressant justement au niveau du revêtement des soies en particulier, puisque c'est là qu'elles peuvent ressentir, faire le goût et le toucher. Les araignées ont les 5 sens. Et donc il insère ces bulbes copulateurs dans une fente génitale de la femelle qui est sous la face ventrale. Revenons maintenant effectivement à la soie. On a essayé d'utiliser les mêmes systèmes que le père Camboué à l'époque pour essayer de tirer les fils, donc en faisant aussi des élevages. Donc c'était le premier élevage d'aranéiculture quand même à Madagascar en 1896, Tananarive, où ils avaient prélevé beaucoup de néphiles, donc ces grandes araignées que je vous ai montrées, pour pouvoir tirer ces fils. On refait avec les expériences plus modernes un petit peu la même chose, mais c'est vrai que les élevages sont très difficiles et c'est pour ça que Thomas effectivement utilise autre chose qu'un organisme effectivement tel que les araignées. Des essais ont été faits aussi sur les vers à soie transgéniques. D'autres essais, je pense que vous avez peut-être vu ça, ont été faits aussi sur des chèvres, dites chèvres araignées, qui produisaient en fait de la soie d'araignée dans les laitages. Mais tout ça, c'était pas facile. Et les élevages sont très contraignants puisque les araignées ont besoin de place et peuvent se manger entre elles puisque ce sont des gros prédateurs. Donc d'autres choses ont été faites, mais là je laisserai effectivement Thomas présenter justement ce qu'il a pu découvrir et essayer de faire à partir plutôt de bactéries. Les usages qui ont été envisagés pour cette soie d'araignée. Donc vous voyez qu'on peut faire des écheveaux en soie. On a pu faire aussi, il y a des exemples qui sont sortis assez récemment, sur une robe en soie d'araignée, donc soie naturelle avec les néphiles cette fois. Donc vous voyez qu'elles ont une soie un peu dorée. On les appelle d'ailleurs les Golden Orb Web Spider, puisque leur soie est colorée. Et voilà les usages qui peuvent être faits à partir de ces soies d'araignée, dans des fibres optiques, dans des fils de suture, des cordages, des voilages, éventuellement dans des chaussures. Il y a aussi un chercheur, un physicien japonais qui a fait des cordages de violon avec des soies d'araignée. Donc vous voyez que les usages peuvent être multiples pour ces araignées. N'oublions pas non plus, c'est juste pour terminer les dernières diapositives, que là on parle de la soie, mais les structures des toiles d'araignée, toutes ne font pas de toiles, mais les toiles ne sont pas toutes géométriques. Et rien qu'en regardant effectivement sur le terrain des structures un peu en chapiteaux,
ça a pu inspirer d'autres choses, hein, comme ici, vous le voyez, hein, donc le stade olympique de Munich avec ces sortes de chapiteaux qui étaient inspirés de formes de toiles d'araignée, ou encore, une fois, cette structure en alvéole qui peut être inspirée aussi par des réseaux de fils de soie que peuvent faire les araignées. Donc voilà quelques éléments généraux sur les araignées qui peuvent être répartis partout, qui se déplacent par la voie des airs. Des araignées qui sont souvent de petite taille, puisque c'est autour de 5 mm, la plus petite étant autour de 0,3, 0,4 mm jusqu'à 13 cm de taille de corps. On est à peu près à presque 50 000 espèces décrites à l'heure actuelle. On pense qu'il y en a encore autant, si ce n'est pas 10 fois plus à découvrir, donc il y a encore du boulot pour des gens qui, comme moi, font de la systématique et de l'identification, et qui peuvent servir, bien évidemment, n'oublions pas le matériel biologique quand on fait de la bio-inspiration, hein, donc de savoir comment elles vivent et ce qu'elles peuvent nous inspirer. Elles sont presque toutes venimeuses, et il y a bien évidemment aussi des études sur le venin. Leur durée de vie est de quelques mois à plus d'une vingtaine d'années, sachant que la majorité, c'est 1 à 2 ans. La plupart sont solitaires et peuvent se manger entre elles, d'où la difficulté effectivement d'avoir des élevages quelquefois, et elles se nourrissent, elles se développent en muant. N'oublions pas aussi leur rôle de prédateur dans la nature, hein. L'équilibre se fait avec elles puisqu'elles ont un rôle écologique très important, et ce sont également des bio-indicatrices de l'état des milieux. Et comme elles peuvent se manger entre elles, vous avez ici une image d'une araignée qu'on trouve fréquemment dans les habitations, le folque des maisons, qui peut manger la grosse tégénaire qui fait souvent peur. Donc du coup, laissons-les faire. Ce sont des très bons insecticides naturels qui consomment 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour. Donc je laisse maintenant la partie un peu plus technique donc à Thomas, et j'espère que avec ça, vous n'oublierez pas toujours le matériel biologique qui peut inspirer justement des découvertes spectaculaires. Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, nous ne les verrons plus de la même manière. Thank you very much, Thomas Scheibel, for being here. We are very happy to welcome you and to better understand what you are doing and the fabulous innovation you have made with some industrial partners. So we knew that the spider silk is an astonishing material, but because of you, or thanks of you, we will now be able to use it in various areas of. Thank you very much for being here, and the stage is yours. Thank you. Thank you very much, Alain. So, well, first, I apologize for speaking in English. I don't think you would understand anything I talk in French. So I like to stick to English, and I, of course, thank Alain and Alain and Kalina for inviting me here. It's a great pleasure being here, and I also would like to thank Christine for giving you this beautiful introduction into the world of spiders. What I'm actually really interested in is the material that is produced by spiders. And you see here on the left-hand side a spider's web. And you already have seen that this is not a single material, but a spider produces a lot of different silks and combines them in such a web. What is so fascinating about spider silk is that it's mechanically so strong. There have been calculations that if you use a thumb-thick rope made of spider silk, you actually can break down and stop a landing jumbo jet. This is really fascinating. The other thing is that if you look on the surface of a spider's web, you don't find microbes. So if you have them in the basement, they will be there for hundreds of years because they're not degraded, because no bacteria, no fungi grow on it. And if you put them on a skin wound, then actually wound healing is accelerated, so your wounds heal better. And this is old knowledge. Aristoteles was one of the first person actually talking about spider silk as a fascinating material. And here in France, in the 18th century, there have been surgeons who used spider silk for stitching wounds. And then, of course, we have Spider-Man, a person that also uses spider silk for some purposes, but I will come back to that later. So we have a material that has mechanical properties, medical properties, and of course it's soft, it's smooth, silky touch.
This is beautiful, isn't it? So actually, we could imagine a lot of applications. You have seen already the first applications shown by Christine, which are a little bit hampered by the fact that it's tedious to silk individual spiders. You have seen the old apparatus and even the new ones. But what if we would have tons of this material? We could do all these beautiful things. We could make new shoes, fashion, apparel, but also technical textiles, aviation, automotive. Wouldn't that be good? Wouldn't that be cool? Well, the problem is that, as I mentioned, it's hard to get silk from spiders, and spiders, as we have learned, are predators, and they eat each other. So we need to have a host that produces a lot of this material, and then I would like to come back to Spider-Man, because this 80-year-old comic created by Stan Lee is not that dumb and not that unscientific. Because what happens there is Peter Parker gets bitten by a spider, and then some genetic information from the spider is transferred to Peter Parker. Nowadays we call it biotechnology. Can't we just use that technology and transfer the spider silk genes from the spider into an organism that can produce the proteins? And this is exactly what we did around 18 years ago. We identified some silk genes, we put them on a transporter, we call that plasmid, and with this plasmid we could actually introduce spider silk genes into bacteria. We had to do a little bit of engineering, genetic engineering, that it fits, but then all of a sudden we could produce spider silk proteins, not the fibers, only the raw material, the proteins, by using bacteria. And how that works, you will see in the movie. Thank you. So what started in a laboratory in Munich turned out to run now as a biotech company, which I founded 11 years ago. So you've seen the facilities which produce nowadays, well, this year we have produced 50 tons of spider silk, 50. And this is a dramatic difference, and you have seen the machines that produce the fibers. This is much quicker, much faster than spiders can do that. So what is now important in terms of economy if we think about spider silk? Now we have it at hand. Could this be a replacement for, let's say, plastics? And this is a calculation that was done by McKinsey for the World Economic Forum 2 years ago. And it's, of course, just some estimation. And it says that right now in 2014 we have produced 311 million tons of plastics. And the calculation says, roughly, if we calculate the ratio of plastic to biomass, to fish in the ocean, we have a ratio of 1 to 5. And if we continue to produce plastics in that speed, by 2050 we'll have 1,100 million tons of plastics. And if we not consider recycling of plastics, and if we do not actually work on
biodegradable plastics, then we will have a ratio of plastic to fish in the ocean which is larger than 1 by 1. So more plastics in the ocean than fish. That's not a good foresight. This is not what we want to have. I'm not saying that plastic is bad. I'm saying how we deal with plastic, how we recycle, how we actually bring back plastic after use. This is what we don't do well right now. And with spider silk, this could be one piece in the puzzle because spider silk fibers, they are lightweight. Actually, if you wear them, they show some microclimate control. They're vegan because we don't need animals anymore to produce the material. They're odor resistant, so they're microbe free. It's not smelly, it's not stinky. And actually, we have a very nice moisture management which comes from the silk. And most importantly, it's plastic free. So can we have applications out of that? And there are already commercial applications like these armrests for a watch, or there is this prototype shoe which we did together with Adidas. And there's a lot of things I can tell about this shoe, the benefits, lightweight, and so on. But what I like most is if you don't like that shoe, you just can eat it because it's made of protein, yeah? So you don't have to throw it away, yeah? Make a nice dish out of it. Well, I told you that spider silk is mechanically very strong, and therefore we have since last year collaboration with Airbus, and we try now to improve the wings of airplanes to make them lightweight and actually to manage the impact behavior. Right now, there's a lot of carbon in the wings, and whenever something hits the wing, the carbon fibers can get damaged. Spider silk fibers, they're actually made by nature to actually hold up in-flying prey, in-flying insects, birds. Even birds can actually fly into a spider's web without damaging it. And this is what we would like to transfer into the airplane wings. But it's not just that, it's also about your personal belongings. There's a lot of cosmetics products already on market. And we just sold our beauty care business to Givaudan, and there's more than 50 beauty products, skin care, hair care, with spider silk on the market. Just imagine you get a cream on your skin, it protects the skin, it prevents bacteria from growing, it's moisturizing the skin, and it gets a silky touch. All these features can be combined now in products. Well, I would like to end with saying that spider silk could be good for you, and it's good for the planet. And the spider silk technology combines now high performance with unrivaled ecological assessment. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's very impressive. Congratulations. Is there any questions? Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions dans la salle? Oui. Hello? Oui. Hello? Oui. Do you hear me? Yes? Okay. Hello, I'm Virginie Recoura, head of packaging for Age and Age Group, and okay, sorry. It's very interesting to me, but I'm not sure to have understood clearly about cosmetics. It was inside the product, or? Yeah, so in the cosmetics, it actually, you can use it instead of having silicone, for instance, in the hair care products, okay. Because a lot of people getting allergic to silicone oil and silicone products. It actually works as a softener. Okay. So you can actually remove a lot of chemical ingredients in the cosmetics, and you can have just bio-based cosmetics, which also makes a lot of sense in terms of, again, microplastics, because a lot of cosmetics contain microplastics, yes, to get the peeling effect and the soft effect on the surface. But then when you wash your hands or your body, then it goes back to the drain, it gets back into the environment, and you can avoid that with the proteins. So we also have particles made of silk proteins which are inside the cosmetics. Okay, thank you, it's very clear. And so I have a challenge for you to have an idea
for packaging, because I think your idea is very, very interesting. So perhaps Thank you. we Yeah, can. you're going to Thank speak you. together. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Another question? Hello. I've read that specific properties of spider silks came also from their specific structure. Do you use this specific structure in BioSteel, or do you just use the protein? So very good question. So I apologize because of the short presentation that I made that I didn't talk about that. Yeah, so, well, first of all, we work with the proteins of the major ampollid silk. So this is the one that is made by the spider to make the frame of the web, so which is a very strong and a very tough silk. And then, of course, in the laboratory, we really step by step try to get the hierarchical structure as the spider does. And in the lab, we can do that. However, if you just look at the spider, how fast it spins the silk, this is not fast enough for getting an industrial process. So what we had to do for the industrial process is to skip some of the steps, yeah, and to get the properties in a different way. And so there is, of course, a trick I can't talk about, but so we use the proteins, we use some of the parts and some of the processes the spider uses, but then we have a special trick to get the fibers identical in their performance to the natural one. Oui, une dernière question, merci. So you talked about the healing of the wounds. Do we know how it works? Again, thanks for the question, very good. So the point is, it's about the size of the silk fibers. So we did very delicate analysis. So we looked if we make thick fibers and very thin fibers, and we found out that the size that the natural silk has fits very well to our epithelial cells and the cells that we have in our skin. So they like to sit on the surface and they can grab around. It's like a mountain climber. If a fiber is not thick enough, if it's too thin, the climber cannot hold on to it, and if it's too thick, he also cannot hold on to it. And obviously the silk has the fine structure and the texture that is ideal for cells which we need for recovering in a wound to hold on to it and to grow inside. And that's one of the features that we found. So it's obviously the topography of the fibers that makes it so appealing to cells. OK. Merci beaucoup. Oui. Rodolphe. Okay, so we need a carbon source and a nitrogen source, of course. So as a nitrogen, so for feeding the bacteria, yeah. Nitrogen source typically is ammonia, and for the carbon source we use melasse, so some stuff that just comes from the food industry. So it's a quite cheap process. Merci beaucoup. Je vous propose de les remercier chaleureusement. Maintenant, grâce à eux, vous allez rêver en regardant des fourmis, des feuilles d'arbres et des araignées. Je ne sais pas si vous y auriez pensé ce matin. Merci infiniment, merci beaucoup pour vos présentations. Et évidemment, ils restent là encore quelques temps, donc vous pouvez discuter avec eux. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye.